Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration aujourd'hui centrée sur N8N, cet outil d'automatisation. On va plonger ensemble dans les erreurs assez courantes, les pièges qu'on peut rencontrer en l'utilisant. Oui, il y en a quelques-uns, c'est vrai. Pour ça, on va s'appuyer sur une vidéo YouTube, c'est la chaîne Mayday, et le titre, c'est « Les 7 pires erreurs sur N8N ». Une source intéressante, oui. L'objectif, c'est de décortiquer un peu tout ça pour aider à utiliser N8N plus efficacement, quoi. Éviter les frustrations habituelles et puis améliorer ses compétences en automatisation. C'est vraiment du concret. Exactement. Des conseils pratiques pour aller plus vite. C'est ça. Alors, attaquons. Le premier point, la première erreur, c'est une habitude assez répandue, apparemment. Ne pas exécuter les nœuds un par un pendant les tests. Ah oui, ça c'est classique. On est pressé, on construit son flow, on appuie sur le gros bouton play et hop, tout est vert. On se dit génial, ça marche. Et c'est là le piège, hein. Exactement. Parce que ces petits indicateurs verts, ils peuvent cacher des problèmes. Des trucs subtils, genre une variable qui reste vide à un moment clé. Et ça peut tout casser plus loin, sans qu'on s'en aperçoive tout de suite. Oui, l'exécution globale ne montre pas forcément où ça coince. C'est ça, elle dit pas où est le souci précisément. D'ailleurs, la vidéo donne un exemple assez parlant, avec plusieurs nœuds 7, tu sais, pour définir prénom, nom, ville. Oui, je vois. Si on lance tout d'un coup, on peut loper le fait que le nœud ville, par exemple, il récupère rien, il reste vide, empty comme ils disent. Voilà, et on ne s'en rend compte que bien plus tard quand ça plante ailleurs. Donc la solution, c'est la rigueur dès le début. Oui, c'est vraiment ça. Tester chaque nœud juste après l'avoir ajouté, l'avoir configuré, avant même de le connecter au suivant. On construit, on teste, on connecte, étape par étape. Ça peut paraître un peu lent au début, non? Oui, on peut avoir cette impression, mais en fait c'est un investissement. Le temps qu'on prend là, on le regagne largement après. C'est bien plus rapide de corriger une erreur tout de suite. Que de chercher pendant des heures dans un workflow super complexe. Exactement. Donc cette méthode un par un, c'est vraiment fondamental pour avoir des automatisations fiables sur le long terme. Ça fait gagner du temps au final. D'accord. Et cette idée de méthode, de rigueur, ça nous amène assez logiquement à la deuxième erreur. C'est cette envie parfois de vouloir tout automatiser. Absolument tout, tout le temps. Ah, l'enthousiasme du débutant. C'est un peu ça, oui. On découvre l'outil, on voit les possibilités et on se dit « je vais tout automatiser ». Mais bon, la source mentionne que ça peut avoir des effets pas terribles, comme faire sauter des comptes de réseaux sociaux, par exemple. Oui, c'est un bon exemple de quand ça va trop loin. Ce qui est intéressant, c'est la distinction que fait la vidéo entre deux phases. 2 phases. Oui, la phase 1, quand on débute. Là, il faut explorer. Il faut tester plein de trucs, faire des erreurs, automatiser un peu dans tous les sens pour comprendre comment ça marche. C'est normal, c'est l'apprentissage. La quantité, disons, prime un peu sur la qualité à ce moment-là. C'est la phase de découverte, quoi. Voilà. Et puis, il y a la phase 2. Ça, c'est quand on commence à être plus à l'aise, quand on veut faire des choses plus sérieuses, peut-être même gagner de l'argent avec. Là, on change d'approche, hein. Complètement. Fini l'automatisation à tout va. Il faut devenir plus chirurgical. On se concentre sur les automatisations qui sont vraiment utiles. Celles qui sont solides, la vidéo parle d'automatisation antifragile, qui tiennent le coup. Et surtout, rentable. Le critère clé, c'est la rentabilité. En phase 2, oui. Une automatisation doit soit faire gagner du temps, soit faire gagner de l'argent. Ou les deux idéalement. Si elle fait ni l'un ni l'autre, Même si techniquement c'est super joli. elle sert à rien. Il faut vraiment éviter d'automatiser juste pour le plaisir technique. Ou parce que, ah c'est cool, j'ai réussi à le faire. Faut que ça apporte une vraie valeur. D'accord, une approche beaucoup plus stratégique, donc. Alors, restons sur la technique avec la troisième erreur. Ne pas utiliser l'IA, l'intelligence artificielle, quand on tombe sur un bug technique un peu costaud. Ah oui, la frustration du message d'erreur incompréhensible. C'est ça. On a un nœud code, du JavaScript dedans, ça plante. Le message d'erreur, c'est du chinois. Et là, paf, on abandonne. Alors qu'il y a une petite astuce dans NNN. Un bouton souvent méconnu. Copier l'erreur. Ah, et ça fait quoi? Ça copie toutes les infos techniques du bug. Souvent, c'est du JSON et détails précis sur ce qui n'a pas marché. Ok, on a ce gros paquet d'infos techniques, et après? On appelle un développeur? Pas forcément. L'idée, c'est de prendre tout ça, de le coller, et de le coller dans une IA conversationnelle. Genre ChatGPT, Claude, Open3, ce genre d'outils. Et on lui demande de l'être. Exactement. On lui dit, voilà l'erreur que j'ai dans NCN. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe et me donner le code corrigé? Et ça marche vraiment. La vidéo montre un exemple assez bluffant, oui. Une erreur JavaScript corrigée en one shot par l'IA.
L'utilisateur n'a même pas eu besoin de comprendre le code en détail. C'est intéressant comme approche. Ça change un peu la donne. La source dit même qu'en 2025, savoir bien prompter une IA, Ça pourrait être plus important que de savoir coder soi-même dans beaucoup de cas. c'est une illustration de comment l'IA devient un super assistant pour nous débloquer sur des points techniques. Faut juste savoir lui demander. Très clair. Bon, autre point technique qui coince souvent, apparemment, la quatrième erreur, les webbooks qui ne reçoivent pas de données. Ah, les webbooks. La cause serait une confusion classique, surtout pour ceux qui viennent d'outils comme Make. C'est l'histoire de l'URL de test et l'URL de production. Oui, exactement. C'est un piège très courant. Le problème survient quand le workflow est activé, quand il est en mode actif. Si à ce moment-là, on envoie des données vers l'URL de test, test URL, Ah, ça marche pas? Erreur 404. voilà. Parce que quand le workflow est actif, il écoute sur l'URL de production. Production URL. C'est elle qui est faite pour recevoir les données en continu. L'URL de test, elle, c'est pour tester manuellement pendant qu'on construit. Et souvent, les deux URL se ressemblent beaucoup, d'où la confusion. Mais il y aurait une petite astuce, j'ai cru comprendre, pour utiliser quand même l'URL de test, même si le workflow est actif. Oui, il y a un moyen. On peut envoyer à l'URL de test d'un workflow actif. Mais attention, il faut d'abord cliquer sur Test Workflow dans l'interface NNN, juste avant d'envoyer la donnée. Ah, d'accord. Il faut prévenir NNN qu'on va envoyer un test. C'est ça. Ça le met en mode écoute temporaire sur cette URL de test spécifique. Sans ce clic, ça ne passera pas. Pour bien maîtriser tout ça, la source suggère une méthode un peu radicale. Se bloquer du temps 1 heure ou 2 et ne faire que ça. Jouer avec les webbooks. Oui, une session intensive. Tester les deux URL, workflow actif, inactif. Envoyer des trucs différents. Et même essayer de faire des erreurs exprès pour comprendre. C'est une excellente approche en fait. La segmentation de temps pour se focaliser sur un point précis. Et casser volontairement les choses, c'est souvent le meilleur moyen d'apprendre et de démystifier un composant aussi central. Ça permet de gagner en confiance très vite. Très pragmatique. Alors, une fois qu'on a notre workflow qui marche, qui reçoit bien les données, vient la 5e erreur. Oublier de le documenter. Celle-là, elle fait mal quand on y est confronté. On vient sur son propre travail, quelques mois après, et c'est le trou noir. Mais qu'est-ce que j'ai voulu faire ici? Pourquoi ce nœud? C'est exactement ça. Et au-delà de sa propre mémoire, c'est crucial si on travaille en équipe ou si on doit passer le projet à quelqu'un d'autre, ou même juste pour la maintenance future. C'est une question d'efficacité, de respect pour son travail futur ou celui des autres. Comment on documente bien dans NNN, concrètement? La source donne des pistes. Oui. Deux choses très simples mais super efficaces. Premièrement, renommer les nœuds. Systématiquement. Clic droit, rename. Faut leur donner des noms clairs qui expliquent ce qu'ils font. Pas juste 7.1, 7.2. Plutôt définir email client ou filtrer commandes urgentes. Ça paraît évident, mais on oublie souvent. On oublie, oui. Et la deuxième chose, utiliser les sticky notes, les petites notes autocollantes qu'on peut ajouter avec Maj plus S. Ça, c'est parfait pour expliquer la logique d'une section entière ou un point un peu complexe. Donc, des noms clairs et des notes explicatives. C'est ça. L'idée, c'est de penser à long terme. C'est demander, si je reviens dans 6 mois, est-ce que je vais comprendre direct? Ou, si un collègue ouvre ça, est-ce qu'il pige sans avoir à me demander? Même si on commence un peu en mode anarchiste. Ouais, comme dit la source, oui. Tôt ou tard, on réalise qu'il faut structurer et documenter pour s'y retrouver. C'est indispensable. Logique. On reste avec nos amis les webbooks pour la 6e erreur. Encore un souci de réception de données, mais cette fois, c'est à cause de la méthode HTTP. Oui, une autre confusion fréquente, get, post, put, c'est pas toujours clair pour tout le monde. Le scénario typique décrit c'est quoi, Eve? C'est par exemple un nœud webhook configuré pour attendre une requête get. Mais l'outil qui envoie l'information, lui, il utilise une méthode post. Peut-être parce qu'il envoie des données dans le corps de la requête, du JSON par exemple, via un nœud HTTP request. Et là, forcément, ça coince. Exactement. N8N va renvoyer une erreur, quelque chose comme webhook not registered for post request. En gros, il dit « Eh, j'attendais du get et tu m'envoies du post, je connais pas cette route-là pour cette méthode. » Faut que ça corresponde des deux côtés. C'est crucial. La méthode d'envoi doit être la même que la méthode configurée en réception. Une règle simple à retenir. Si on envoie des données, un payload, du JSON, on utilise quasiment toujours post. Donc il faut que le nœud webhook soit aussi configuré en post. La solution, c'est donc de bien vérifier et d'aligner ces méthodes.
C'est ça. Vérifier la configuration du webbook, vérifier comment la donnée est envoyée, et si jamais le message d'erreur est obscur. On ressort l'astuce numéro 3. Copier l'erreur et demander à l'IA. Exactement. Mais bon, comprendre la différence fondamentale entre get, je veux récupérer une info, et post, je t'envoie une info, c'est quand même la base quand on joue avec des API et des webbooks. Ça évite pas mal de soucis. Compris. Et on arrive à la 7e dernière erreur. Elle concerne spécifiquement la création de chatbots avec NNIT. L'erreur, c'est de ne pas tester l'agent conversationnel de manière poussée, en utilisant le mode Hosted Chat pour bien affiner le prompt system. Oui, c'est une étape de raffinement qui est parfois un peu négligée. On configure l'agent IA, on pense que le prompt est bon et hop, on le déploie. Alors qu'il y a un outil super pratique dans NNIT pour ça. Ce fameux mode Hosted Chat. Oui, dans le nœud qui sert de déclencheur au chat, le chat trigger, il y a une option Hosted Chat. Quand on l'active, ça génère une URL unique. Et cette URL ouvre une interface de chat toute simple, mais directement connectée à notre agent IA. C'est hébergé par NNIT, super pratique pour tester. D'accord. Et comment on utilise cette interface pour améliorer le chatbot? C'est quoi le processus? C'est un processus itératif. D'abord, on configure le chat trigger, le message d'accueil, salut, je suis Sylvie, éventuellement une sécurité, puis on configure l'agent IA lui-même. C'est là qu'on choisit le modèle, la mémoire. Exactement. On peut tester différents modèles, genre passer de GPT-4 mini à GPT-4.1 pour voir la différence. On règle la mémoire, combien de messages le bot doit retenir, disons 25, 50. Et surtout, on écrit le prompt système. C'est le cœur du truc. C'est là qu'on lui donne sa personnalité, ses instructions. Tout à fait, on lui dit « Tu es Sylvie, assistante virtuelle pour telle tâche, ton ton est comme ci, comme ça, tu dois toujours faire ça, n'oublie pas de mettre un emoji à la fin. » Très détaillé. Ok. Et une fois que c'est configuré, On active le workflow. On ouvre l'URL du hosted chat. Et là, on se met dans la peau d'un utilisateur, on discute avec le bot, on le pousse dans ses retranchements, on teste plein de scénarios. et on regarde comment il réagit. Précisément. Est-ce qu'il suit les instructions? Est-ce que le ton est bon? Est-ce qu'il se souvient de ce qu'on a dit avant? On peut lui demander résume nos échanges ou quelles questions je t'ai posées. Et si ça ne va pas? Eh bien, on retourne dans la configuration de l'agent IA. On ajuste le prompt système. Non, finalement, tu dois vouvoyer. Ajoute cette information dans tes réponses. Sois plus concis. On sauvegarde. Save. Et on reteste direct. Oui, on rafraîchit la page du chat hébergé ou on la ferme et on la rouvre. Et on peut immédiatement voir si les modifications ont eu l'effet voulu. C'est une boucle très courte. Tester, ajuster, retester. Ça permet vraiment de sculpter le comportement du bot, en fait, de faire de l'A/B testing sur le prompt. C'est tout à fait ça. C'est un moyen super efficace d'optimiser le prompt avant de mettre le chatbot en production, que ce soit pour un client, en interne, ou même avant de réutiliser la logique de cet agent IA dans d'autres workflows, genre pour répondre à des emails ou faire des rapports. C'est une étape de validation, de polissage qui est vraiment importante. Super intéressant. Bon, on a fait le tour, je crois, de ces 7 erreurs pointées par la source. Tester nœud par nœud, bien sûr. L'automatisation, oui, mais stratégique. Utiliser l'IA pour les bugs techniques. Maîtriser les webhooks, les URL, les méthodes HTTP. Ne pas appel à documentation. Renommer les le, mettre des notes. Et enfin, pour les chatbots, utiliser ce mode hosted chat pour vraiment peaufiner le prompt système par itération. Si on regarde l'ensemble, on voit bien qu'il y a un fil rouge, non? La maîtrise d'un outil comme NVTIN, ça passe pas juste par connaître les boutons. Ça demande aussi de la méthode, de la rigueur, Oui. dans les tests, la configuration, Les documentations pour plus tard. l'affinage patient des éléments comme les prompts. C'est ce mélange de savoir-faire technique et de bonnes habitudes de travail qui fait vraiment progresser. Tout à fait. Et pour terminer, peut-être une petite réflexion à emporter. Cette approche méthodique qu'on a vue pour NVTIN, tester, itérer, affiner, documenter, comment est-ce qu'elle pourrait, finalement, nous inspirer? Comment pourrait-on l'appliquer pour mieux apprendre ou résoudre des problèmes dans d'autres domaines, peut-être plus complexes encore, dans notre vie pro ou même perso? Voilà, une piste à méditer.